Et si un simple voyage d'études en Italie se transformait en un cauchemar mondialement médiatisé? Une colocataire sauvagement tuée, des indices troublants, des versions qui se contredisent, et au centre de tout, une jeune américaine dont le visage et le comportement fascinent autant qu'ils indignent. Coupable manipulatrice ou victime d'une justice médiatique qui a joué sur le sensationnalisme. Bienvenue pour cette première vidéo de 2025, j'en profite pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous êtes au taquet pour cette nouvelle année qui démarre. Moi, je le suis. Allez, aujourd'hui, on va remonter ensemble le fil de l'affaire Meredith Kercher, une affaire pour le moins hors norme, et on va tenter ensemble de démêler le vrai du faux. Générique. Pérouse est une ville italienne chargée d'histoire dont il était déjà fait mention dans les récits qui datent de 310 ou 309 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est surtout une destination de choix pour les étudiants parce que son université, fondée en 1308, est l'une des plus anciennes d'Europe. De nombreuses personnalités italiennes ont fréquenté ces amphithéâtres au fil du temps, et pour vous donner une référence que vous connaîtrez sûrement, c'est par exemple le cas de l'actrice Monica Bellucci. Mais à Pérouse, il n'y a pas que des étudiants locaux parce que la ville abrite aussi une université consacrée aux étrangers qui attire chaque année des milliers de jeunes désireux de participer à un programme d'échange. Des jeunes comme Amanda Mary Knox, une américaine de 20 ans, originaire de Seattle. En 2007, cette étudiante en langue tient tellement à venir faire sa prochaine année universitaire en Italie qu'elle cumule jusqu'à 3 emplois à mi-temps différents juste pour pouvoir se payer le voyage. C'est en partant visiter Rome, Pise, la côte amalfitaine et les ruines de Pompéi avec ses parents et ses sœurs pendant son adolescence qu'Amanda a commencé à développer un véritable amour pour le pays et pour sa langue. Par la suite, sa mère l'a incité à lire Under the Tuscan Sun, un ouvrage qui a achevé de convaincre la jeune femme qu'elle devait retourner en Italie une fois majeure. Amanda est très extravertie, c'est un esprit libre qui aime le contact et même fume un petit joint de temps en temps, mais ce n'est pas son comportement, qu'elle qualifie elle-même d'excentrique, qui impacte négativement ses études. Au contraire, ses résultats sont si bons qu'elle figure au palmarès du doyen de l'université de Washington. Alors, quand elle demande une bourse Erasmus, elle l'obtient sans difficulté. C'est le 9 juillet 2007 qu'Amanda s'envole d'abord vers l'Allemagne, où elle prévoit de passer plusieurs semaines chez des connaissances, avant de rejoindre Pérouse pour y entamer l'année scolaire suivante. Une fois arrivée en Italie, l'étudiante trouve rapidement un logement, et le 10 septembre, elle emménage dans un grand cottage situé au 7 Via della Pergola, une maison qu'elle partage au départ avec 2 autres femmes. Filomena Romanelli et sa meilleure amie, Laura Mezzetti, sont âgées de 27 ans. Ces élèves avocates italiennes occupent déjà 2 des 4 chambres disponibles à l'étage. Le rez-de-chaussée, complètement indépendant du reste de la maison, est quant à lui habité par 4 étudiants locaux, tous de sexe masculin. C'est le 20 septembre que la colocation exclusivement féminine du premier étage devient complète avec l'arrivée de Meredith Susanna Cara Kercher, une jeune anglaise de 21 ans. Avant son départ du Royaume-Uni, elle étudiait la politique européenne et l'italien à l'université de Leeds. Elle a donc, tout comme Amanda, un attrait particulier pour le pays. Filomena et Laura étant à la fois proches et plus âgées qu'elle, les 2 anglophones de la colocation doivent partager la même salle de bain et se mettent naturellement à tisser des liens. Pour autant, même si elles s'entendent plutôt bien, Meredith a une personnalité très différente de celle d'Amanda. Elle est assez discrète et, de manière générale, plus raffinée. Les filles se constituent donc rapidement un groupe d'amis, chacune de leur côté, et le cercle qui s'est formé autour de l'anglaise n'apprécie pas particulièrement la jeune américaine qu'il trouve trop bruyante et même un petit peu bizarre. Pourtant, c'est bien avec elle que Meredith se rend à un concert de musique classique le 25 octobre, une soirée au cours de laquelle Amanda fait d'ailleurs une rencontre spéciale. Après le départ de sa colocataire, qui quitte les lieux assez tôt, elle croise le regard de Rafael Solecito, un étudiant en ingénierie informatique de 23 ans, issu d'une famille aisée. Mais s'il est déjà propriétaire de son propre appartement, conduit de belles voitures, et soigne son style, ça ne veut en rien dire que c'est un séducteur. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Raphaël est assez timide et jusque-là, il n'a eu qu'une seule petite amie. Certaines sources indiquent même qu'il était encore vierge à l'époque. Le début de son histoire avec Amanda est semblable à beaucoup d'autres. Il la remarque dans la salle, puis elle pose à son tour les yeux sur lui avant que tous les deux ne commencent à échanger des sourires. Raphaël peine d'ailleurs à croire que c'est bien lui que cette belle jeune femme regarde,
et c'est en allant lui parler qu'il parvient finalement à se convaincre qu'il ne rêve pas. Amanda, de son côté, apprécie particulièrement sa gentillesse, et pour ne rien gâcher, elle trouve qu'il ressemble un petit peu à Harry Potter, un personnage qu'elle adore. Pour vous la faire courte, à la fin de la soirée, ils deviennent un couple. Amanda craque complètement pour Raphaël, elle en tombe même amoureuse, une chose qui ne lui était jamais arrivée avant, alors pourtant qu'elle a déjà eu plusieurs relations. Quand elle n'est pas tenue d'aller en cours ou de faire le service au bar Le Chic, dans lequel elle a décroché un emploi à temps partiel, c'est donc généralement avec son petit ami qu'elle se trouve. Malheureusement, ce bonheur naissant ne va pas durer parce que très peu de temps après, le couple va être séparé par une tragédie qui ne va pas séparer qu'eux, mais qui va diviser le monde entier. La journée du 1er novembre se déroule très bien pour eux, notamment pour Amanda qui apprend même une bonne nouvelle de dernière minute alors qu'elle se trouve chez Raphaël. En début de soirée, elle reçoit un SMS de son employeur, Patrick Lumumba, qui l'informe que ce n'est pas la peine qu'elle vienne travailler ce soir-là. Ravis de pouvoir finalement rester ensemble, le couple poursuit le visionnage du film qu'ils avaient commencé, puis ils lisent quelques passages de la version allemande d'un livre d'Harry Potter avant de préparer le dîner. Le tout en fumant quelques pétards. À son réveil, le lendemain matin, vers 10h30, Amanda décide de rentrer chez elle pour prendre une douche et pour se changer, un trajet assez court vu que l'appartement de Raphaël est situé à moins de 10 minutes à pied de la colocation, au 130 Corso Giuseppe Garibaldi. Elle arrive rapidement à destination, mais une fois sur place, elle constate que la porte d'entrée de la maison a été laissée grande ouverte, ce qui n'est pas normal parce qu'elle est censée être constamment fermée à clé. Il se trouve qu'elle est cassée et qu'un simple coup de vent peut l'ouvrir, donc les colocataires la verrouillent systématiquement, à moins de ne devoir sortir que très brièvement. Dans la maison, il n'y a aucun bruit et les portes de toutes les chambres sont fermées, excepté celle d'Amanda, ce qui signifie que Philomena, Laura et Meredith ne sont pas là ou alors qu'elles dorment encore. Dans les parties communes, tout est en ordre, Amanda retrouve sa chambre telle qu'elle l'avait laissée, alors elle se dirige vers la salle de bain, sans se poser plus de questions, en essayant d'être discrète pour ne réveiller personne. C'est en se brossant les dents que la jeune femme remarque d'abord quelques traces de sang sèche sur le robinet, ainsi que dans le lavabo, l'équivalent de quelques gouttes, mais il y en a vraiment peu, donc elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui s'est coupé et qui a oublié de nettoyer avant de repartir. Amanda prend ensuite sa douche comme c'était prévu, et ce n'est que quand elle en sort qu'elle remarque deux autres détails, dont un peu ragoûtant. D'abord, une trace ensanglantée sur le tapis de bain au sol, une trace qui semble être une empreinte de pied. Mais elle remarque également la présence d'excréments dans les toilettes de la seconde salle de bain située à l'autre bout du logement, la chasse n'ayant visiblement pas été tirée. Et de ça aussi, j'ai la photo, mais je vais vous l'épargner. Toutes les filles de la maison étant très propres, c'est en voyant ça qu'Amanda se dit qu'il y a peut-être un problème. Elle commence même à avoir l'impression glaçante qu'il y a un intrus. L'ambiance se fait soudainement plus pesante, donc elle décide de quitter le logement en 4e vitesse pour retourner chez Raphaël. Quand, une fois arrivée, Amanda raconte tout à son petit ami, il lui suggère de téléphoner à l'une de ses colocataires au cas où c'est en contactant Philomena qu'elle apprend que Laura est à Rome pour quelques jours et qu'elle-même était à une fête la veille au soir. Meredith était visiblement la seule à être à la maison à ce moment-là. Malheureusement, elle ne répond ni sur son numéro anglais, ni sur son numéro italien. Raphaël propose alors à Amanda de la raccompagner chez elle pour qu'ils puissent vérifier ensemble que tout va bien, mais ce qu'ils constatent une fois sur place est loin d'être rassurant. La fenêtre de la chambre de Philomena est brisée et on y a mis le bazar comme si un cambrioleur était passé par là, ce qui paraît étrange vu que rien n'a l'air d'avoir été volé. Mais il y a encore plus inquiétant et ça concerne Meredith. Pensant qu'elle dort, Amanda tape d'abord doucement à la porte de sa chambre, mais elle n'obtient aucune réponse et ce, même quand elle commence à l'appeler puis à frapper beaucoup plus fort. Et elle en est certaine, si Meredith était simplement endormie, elle aurait forcément été réveillée. Dans l'impossibilité d'entrer dans sa chambre parce qu'elle est fermée à clé, Amanda, qui commence à se faire du souci pour sa colocataire, demande à Raphaël d'essayer d'enfoncer la porte. Malheureusement, les deux grands coups de pied qu'il donne dedans la font craquer, mais elle ne cède pas, donc peu avant 13h, le jeune homme décide de téléphoner à sa sœur qui fait partie de l'Arma dei Carabinieri, l'équivalent de la gendarmerie en Italie. Après avoir pris connaissance de la situation, cette dernière conseille à Raphaël de composer immédiatement le numéro d'urgence 112 pour joindre ses collègues, ce qu'il fait juste après avoir accroché. Pronto, buongiorno. Senta, qualcuno
perso molto disordine, c'è una porta chiusa, c'è qui sono pure macchie di sangue nel bagno. C'è una porta chiusa, qual è la porta chiusa? Sì, una delle conquiline che non c'è, non sappiamo dove. Va bene, adesso mando una pattuglia così verifichiamo la situazione. Après cet appel, 2 policiers arrivent très rapidement, mais à la grande surprise du couple, il ne s'agit pas des carabinieri, mais d'officiers de la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Mon accent italien est horrible, je suis désolé. On reprend. Donc, il ne s'agit pas des carabinieri, mais d'officiers de la Polizia Postale delle Comunicazioni, un service qui s'occupe essentiellement des affaires de cybercriminalité et des fraudes. Ils ne gèrent que les délits et leur présence ne fait en réalité pas suite au signalement de Raphaël. S'ils sont là, c'est parce que plus tôt dans la matinée, une personne du quartier a trouvé 2 téléphones dans son jardin. Ne sachant pas à qui ils appartenaient, l'individu a signalé ces faits à la Polizia Postale, qui a rapidement découvert que la propriétaire de ces appareils réside au 7 Via della Pergola et qu'elle a pour nom Meredith Kercher. C'est donc à ces 2 officiers qui ne savent rien de la situation que le couple explique tout et montre la maison en compagnie de Philomena, son copain et 2 de ses amis qui sont arrivés entre-temps. Une fois à l'intérieur, les policiers ouvrent la porte de la chambre de Meredith et ce qu'ils y découvrent les pousse à faire immédiatement sortir tout le monde du logement en attendant l'arrivée des carabinieri qui se présentent aux alentours de 13h30. Une inspection minutieuse des lieux commence et l'intégralité de la maison est filmée par la suite, à commencer par la chambre de Philomena dans laquelle quelqu'un semble effectivement être entré par effraction. Qua sì, questa te l'ho vista parecchio, più borse. Dans la chambre de Meredith, il y a du sang un petit peu partout et une couette est posée sur le sol, mais ce qui laisse craindre le pire, c'est qu'un pied en dépasse. En soulevant la couverture, les officiers découvrent un corps de femme mutilé, celui de Meredith, âgée d'à peine 21 ans, qui a de toute évidence été victime d'un meurtre la veille au soir. La victime est nue de la taille jusqu'aux pieds et son haut est remonté sur sa poitrine, un oreiller a également été placé sous ses hanches. Quoi qu'il se soit passé dans cet endroit, il paraît évident que ça a été d'une grande violence. Questa è una versione originale, no? Chissà, non lo so. Mi ammalare, no? Lo vedo. Ma apposta per oggi. Poi considera che siamo appena arrivati, non so quando... Merda. Merda. Angelo, andiamo a Cuba. Le corps et le visage de Meredith présentent une multitude de contusions et plus d'une quarantaine d'entailles infligées à l'aide d'un couteau. 2 d'entre elles, situées au niveau de son cou, semblent être les plus profondes. Ce sont d'ailleurs vraisemblablement celles qui ont causé la mort de l'étudiante. Certaines de ces blessures sont défensives et il y a des traces de lutte dans la pièce. Meredith faisait du karaté et elle s'est probablement battue pour tenter de sauver sa vie. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Selon les premières constatations, le mobile du crime était peut-être sexuel parce que la jeune femme a visiblement subi un viol. Alors que la police est toujours en train d'examiner scrupuleusement la scène de crime, l'annonce de la mort violente de Meredith est faite à Amanda et Raphaël qui patientent toujours à l'extérieur, mais leur attitude en réponse à cette tragédie n'est pas celle à laquelle les policiers s'attendaient et elle ne manque pas de soulever des questions. En effet, Amanda et Raphaël ont une manière bien à eux de montrer ce qu'ils ressentent après avoir appris que le meurtre d'une personne qu'ils connaissaient a eu lieu dans la maison. Cet élan d'affection choque un grand nombre de personnes présentes sur place, vu que ce n'est pas vraiment le comportement qu'on s'attend à observer chez 2 jeunes prétendument choqués. Le fait qu'ils s'embrassent juste à côté de la scène de crime est même perçu comme irrespectueux. Mais ça n'est pas tout, parce que pendant qu'une enquête débute pour tenter de découvrir qui s'en est pris si violemment à Meredith, la maison est placée sous scellé, le temps que tous les prélèvements nécessaires y soient faits. Elle est donc temporairement interdite d'accès aux 3 colocataires de la victime. Amanda décide alors d'aller s'installer chez Raphaël pendant quelques jours. C'est ainsi que le 3 novembre, soit le lendemain de la découverte du corps, le couple apparaît plus que jamais détaché de la situation
filmé tout sourire dans un magasin en plein achat de lingerie pour madame. Et ce comportement, plutôt curieux, n'est pas la seule chose qui va placer le couple dans le viseur des enquêteurs, parce qu'après le début des interrogatoires, tout va basculer. Le 3 novembre, le jour où elle est vue en train d'acheter de la lingerie, Amanda est également questionnée par la police et elle leur livre sa version des faits. Elle affirme que la dernière fois qu'elle a vu Meredith date du 1er novembre à 16h et qu'à ce moment-là, cette dernière quittait la maison sans lui avoir dit où elle allait. Amanda précise qu'elle est partie avec Raphaël un petit peu plus tard, vers 17h30, pour se rendre chez lui et qu'elle n'a pas bougé de son appartement avant la matinée suivante. À ce stade de l'enquête, la jeune femme n'est qu'une simple personne d'intérêt. Néanmoins, son comportement intrigue déjà et ce qu'elle fait ensuite ne joue pas en sa faveur. Ce même jour, les policiers ramènent Amanda chez elle parce que, malgré leurs recherches, l'arme du crime demeure introuvable. Le but de la manœuvre est donc principalement de lui demander si elle constate l'absence d'un couteau dans les tiroirs de la maison. Avant de pouvoir entrer dans le logement, il lui est nécessaire de mettre des protections pour ne pas contaminer la scène de crime, et après s'être exécutée, l'étudiante lance un joyeux « Tada !» comme si elle ne prenait pas du tout la situation au sérieux. Une fois à l'intérieur, la jeune femme coopère, mais au bout d'un moment, elle change de visage et montre une facette d'elle-même bien différente, une facette que personne ne lui connaissait. Amanda fait une crise de nerfs, elle commence à frapper ses oreilles avec ses mains de manière frénétique, une attitude pour le moins étonnante parce que, jusqu'ici, elle n'avait affiché pour ainsi dire aucune émotion. Pour Giuliano Mignini, le procureur chargé des investigations présent sur place, il n'est pas impossible que ce soit le fait de revenir sur le lieu du crime qui ait provoqué ça chez elle. L'homme n'en dit rien, mais à ce moment-là, il trouve tout ça assez suspect pour demander à ce que le téléphone d'Amanda, ainsi que celui de Raphaël, soit placé sur écoute, une initiative qui permet aux enquêteurs de constater à nouveau qu'elle est à la fois détachée de ce qu'il s'est passé, mais aussi nerveuse, comme si elle craignait quelque chose. C'est en tout cas ce qui ressort d'une discussion entre Amanda et Brett, l'une de ses amies d'enfance, qu'il appelle 3 jours après le meurtre. Pronto? Amanda, it's Brett. What are you doing? I'm just about to head home from one of Raphael's friend's place. So is Raphael like your boyfriend? Yeah, He's super hot. I'll send you a picture. Do it now. Do it now. But Amanda, I miss him so much. yeah, I know. I had a really bad day today. Fuck, man. Like, being in the police station, I'm incredibly nervous, and I always feel like I'm about to burst into crying because I'm just, like, so upset. But, like, I feel good now talking to you. Honey. Malheureusement pour Amanda, cette amélioration ne dure pas parce que le 5 novembre, tard dans la soirée, l'enquête prend une tournure radicalement différente. C'est ce jour-là que Raphaël est interrogé à son tour et si au départ il livre aux enquêteurs la même version que sa petite amie, après un moment il avoue qu'il a dit tout ça juste parce qu'elle l'a convaincu de le faire. Le jeune homme maintient qu'il était bel et bien chez lui le soir du 1er novembre, en revanche il révèle qu'Amanda ne l'a rejoint qu'aux alentours d'1h du matin. Et sachant que Meredith a été tuée dans la soirée, ça lui aurait donc largement laissé le temps de commettre le meurtre avant d'arriver chez lui. Par chance pour les policiers, Amanda avait accompagné Raphaël au poste ce soir-là, alors après avoir recueilli ses aveux, il profite de sa présence impromptue pour la confronter. Dans un premier temps, l'étudiante dément fermement ce qui a été dit par son petit ami. Pourquoi serait-elle allée ailleurs que chez lui ce soir-là, étant donné qu'elle ne devait pas aller travailler? Les policiers demandent à voir le téléphone d'Amanda, et ils remarquent qu'elle a conservé le SMS envoyé en réponse à celui de son employeur, reçu en fin d'après-midi le 1er novembre. Certo, ci vediamo più tardi. Buona serata. Ce qui peut être traduit par « Bien sûr, on se verra plus tard, bonne soirée ». Mais si les enquêteurs constatent l'existence de ce message, ils sont aussi en mesure de voir que celui qu'Amanda a reçu de la part de Patrick est, lui, introuvable. La jeune femme leur explique qu'elle a dû supprimer pas mal de SMS parce que sa boîte de réception était pleine et que celui-là faisait probablement partie du lot, mais cette justification ne satisfait pas ses interlocuteurs. Ils prolongent l'interrogatoire d'Amanda parce que, pour eux, ce message envoyé prouve qu'elle avait un rendez-vous plus tard dans la soirée du 1er novembre. Après plusieurs heures, tout comme Raphaël l'a fait avant elle, elle change de version et donne même un nom, celui de Patrick. Amanda affirme que ses souvenirs sont flous, mais que ce soir-là, elle est repassée chez elle et qu'elle a vu son employeur, qu'elle a reconnu au blouson en cuir marron qu'il porte
très souvent. Elle révèle qu'elle a également entendu Meredith crier et même si elle dit n'avoir rien vu directement, c'est un détail qui fait potentiellement de Patrick celui qui l'a tué. À ce moment-là, les enquêteurs font donc face à une énigme parce qu'ils ont non pas un, mais 3 suspects différents, dont 2 qui ont changé de version. Patrick, qui, selon le témoignage de son employé, pourrait être le meurtrier. Amanda, qui, elle, est sa complice, si c'est le cas, parce qu'elle ne l'a pas dénoncé plus tôt. Et Raphaël, qui a forcément quelque chose à se reprocher aussi, étant donné qu'il a menti. Le 6 novembre, tous les suspects sont placés en état d'arrestation afin que la lumière puisse être faite sur les détails du rôle tenu par chacun dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, à ce stade, les autorités sont certaines qu'elles ont atteint leur but, même si Amanda, Raphaël et Patrick clament tous les 3 leur innocence. C'è altrettanto grande tristezza per una giovane che ha trovato la morte e c'è grande soddisfazione della polizia perugina per aver dato le risposte che non tutti forse si aspettavano e anche in così breve tempo. La stampa pressava il risultato, abbiamo sentito il peso della responsabilità di una città che voleva una risposta certa e la voleva subito. Mais justement, au vu de la complexité de l'affaire, est-ce qu'une réponse qui a pu être aussi vite apportée est forcément la bonne? C'est la question que se pose tout le monde quand, moins de 3 semaines après son arrestation, Patrick est relâché parce qu'il a fourni un alibi vérifiable qu'il met définitivement hors de cause. Patrick, allora come stai? Sto bene, con calma. Sì, ringrazio molto Dio, sì, che mi ha aiutato a tornare a casa. Patrick, ma perché Amanda ha accusato lei, secondo lei? Non risponde. Che cosa dici di Amanda? Perché Amanda ha detto quelle cose? Les questions posées par les journalistes ne manquent pas de pertinence. Pourquoi Amanda a-t-elle faussement accusé Patrick? Les enquêteurs pensent qu'elle l'a fait uniquement dans le but de les éloigner de sa propre piste. La réponse de la concernée est quant à elle bien différente, et ce qu'elle révèle n'est pas très flatteur pour la police de Pérouse. I was stressed, I was scared, it was after long hours, it was in the middle of the night, I was innocent and they were telling me that I was guilty. Abbiamo atto che l'indagata sta piangendo. Prima ci ha detto potrebbe essere vero. In that moment, I thought it could have been true. Amanda révèle que durant l'interrogatoire qui a eu lieu le 5 novembre, les policiers l'ont littéralement poussé à bout en lui répétant pendant des heures que le message envoyé à Patrick prouvait qu'elle l'avait vu le soir du meurtre, mais qu'à cause du traumatisme vécu, elle ne s'en souvenait pas. La jeune femme affirme que les enquêteurs ont plusieurs fois crié sur elle et qu'ils sont allés jusqu'à lui mettre 2 claques derrière la tête en lui disant qu'elle devait absolument se rappeler. C'est suite à ça qu'Amanda aurait changé de version pour accuser Patrick. Entre le 2 et le 6 novembre, Amanda a d'ailleurs été interrogée 54 heures sans avocat ni interprète, alors que son niveau en italien était loin d'être parfait. Raphaël tient à peu près les mêmes propos concernant son propre interrogatoire. Si l'on en croit son témoignage, l'étudiant a également été bousculé par les membres des forces de l'ordre. Il n'était visiblement pas satisfait de la version qu'il leur donnait et ils ont tenu des propos très déplacés. Ils ont littéralement cloué Amanda au pilori en disant à Raphaël qu'elle mentait en permanence et que c'était une fille stupide pour qui il ne comptait absolument pas. Quand je vous cite « fille stupide », je vous rapporte les mots les plus polis qui ont été cités vu qu'il s'agissait en fait essentiellement d'insultes. Des insultes qui, si je vous les rapporte, vaudront une démonétisation à la vidéo, donc on va éviter. C'est après un long moment à s'entendre dire qu'il se trouvait dans une situation vraiment terrible, en plus de tout le reste, que Raphaël aurait changé de version. Un retournement de veste dont les enquêteurs se sont d'ailleurs servis pour faire pression sur Amanda ensuite. Rappelons qu'on parle là de 2 jeunes de 20 et 23 ans qui n'avaient aucun antécédent judiciaire et qui étaient probablement assez impressionnables. Si ce qu'ils ont dit est vrai, une forte pression policière aurait effectivement pu les faire craquer au point qu'ils en soient arrivés à faire de fausses déclarations. Néanmoins, il s'avère qu'il n'y a pas que ça qui est incriminant parce qu'au cours de l'enquête, des découvertes pour le moins troublantes sont rapidement faites. Rappelez-vous, après la découverte du corps de Meredith, la maison qui abrite la colocation a été fouillée de fond en comble par les policiers, mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à retrouver l'arme du crime. Et si, justement, dès le départ, elle ne se trouvait pas là-bas, mais chez Raphaël. C'est en tout cas en effectuant une perquisition de son appartement que les autorités mettent finalement la main sur un couteau de cuisine correspondant en tout point à celui recherché.
Et ce ne sont pas les résultats des analyses dont il fait l'objet qui dissipent les doutes, bien au contraire, vu qu'il y a l'ADN d'Amanda sur le manche et celui de Meredith sur la lame. Après ces révélations, tout le monde en Italie peine à croire que le couple n'est pas responsable de la mort de la jeune Anglaise. Et quand, 47 jours après sa mort, une nouvelle découverte est faite, ça ne va pas en s'arrangeant. Le soir de son meurtre, Meredith a été si violemment agressée que son soutien-gorge lui a été arraché, ce qui a projeté la tache du sous-vêtement plus loin dans la chambre. Però il fatto di cosa è che è intriso di sangue, quindi questo ce l'aveva nel momento in cui è stata ammazzata. La coppa sì. Questo è stato anche strappato. Questa, sì, qui è uscita la parte di cancello. Sotto? Sì. Eccolo. Cette attache de soutien-gorge, initialement découverte le 3 novembre, n'a en réalité été collectée que le 19 décembre par les policiers pour analyse. Il s'avère que ce bout de tissu, de très petite taille, a été repéré le jour suivant le meurtre, puis égaré dans le bazar ambiant, avant d'être finalement retrouvé 46 jours plus tard, sous un tapis. Quoi qu'il en soit, au moment où elle est analysée, la tache comporte des traces de l'ADN de Raphaël, ce qui vient s'ajouter à la liste des preuves indiquant que le couple est impliqué dans l'affaire. La trace de sang qui était présente sur le tapis de bain s'avère également incriminante vu qu'elle est de la même taille que le pied du jeune homme. Mais à l'heure où les preuves s'accumulent contre Amanda et Raphaël, une quatrième personne est en réalité déjà entrée dans l'équation, ce qui pousse les enquêteurs à remettre en question toutes leurs certitudes. Il se trouve que les traces ADN des membres du couple ne sont pas les seules à avoir été retrouvées sur le lieu du crime. En effet, l'empreinte génétique d'un dénommé Rudy Herman Guede était partout dans la chambre de Meredith. Ce jeune homme de 20 ans, d'origine ivoirienne, est arrivé avec son père à Pérouse à l'âge de 5 ans, un père polygame qui a visiblement mieux à faire que de s'occuper de son fils à ce moment-là. Ce sont donc principalement ses professeurs d'école et le prêtre de la paroisse locale qui l'élève et qui veille à ce qu'il soit nourri et habillé correctement avec l'aide de quelques ménages des environs. En 2004, alors que Rudy est encore mineur, son père l'abandonne sur place pour retourner en Côte d'Ivoire, mais une riche famille de Pérouse décide de l'adopter. Ils font au mieux pour tenter de cadrer l'adolescent perdu et au départ ça marche. Rudy se montre même doué pour le basket, au point d'intégrer l'équipe junior de la ville. Malheureusement, il décide rapidement d'arrêter ses études et refuse de travailler quand ses parents parviennent à lui trouver un emploi. Devenu jeune adulte, il tombe peu à peu dans la petite délinquance et dans le trafic de drogue. À l'été 2007, la famille adoptive de Rudy le met à la porte, lassé d'essayer de le sauver de lui-même depuis déjà 3 ans. Il se retrouve donc sans toit et sans ressources, une situation désespérée à laquelle il tente de remédier à sa façon. Le 27 octobre, soit quelques jours avant le meurtre de Meredith, il se fait prendre la main dans le sac par la directrice d'une école maternelle dans laquelle il s'était introduit pour commettre un cambriolage, directrice qui, en arrivant sur les lieux, est accompagnée de 2 réparateurs à qui elle demande de surveiller le voleur le temps que la police envoie une patrouille. C'est finalement cette tentative de cambriolage ratée qui permet aux autorités de découvrir que Rudy avait réussi à en commettre d'autres tout récemment. Dans son sac, les policiers découvrent un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone qui avait été volé dans un cabinet d'avocats et une montre en or dérobée à une femme seulement 4 jours plus tôt. Et quand on sait que le dit cabinet d'avocats est situé au 1er étage, tout comme la chambre de Philomena, ça porte à réfléchir. À ce moment-là, le jeune homme est également en possession d'un grand couteau qu'il a pris dans la cuisine de l'école maternelle, un établissement qu'il avait sûrement déjà visité auparavant vu que la directrice avait précédemment signalé un vol d'argent. Pour en revenir à notre affaire, quand les enquêteurs réalisent que Rudy est probablement lui aussi impliqué, ils cherchent évidemment à le localiser pour pouvoir l'interroger, mais ce faisant, ils découvrent qu'il n'est plus en Italie mais en Allemagne. Heureusement, Giacomo Benedetti, l'un de ses amis, accepte d'aider la police en enregistrant un appel qu'il lui passe sur Skype pour lui demander des explications. Ci sei? Tu mi senti? Sì. La ragazza che è stata uccisa l'ho conosciuta la sera prima. Allora, che è successo? Il giorno dopo sono andato in questa casa, però alla fine non abbiamo fatto niente perché lei non aveva il preservativo, neanche io ce l'avevo. E io sono andato in bagno.
Dopodiché ho sentito urlare e sono uscito velocemente dal bagno. Ho visto questo qua, era semibuio, di faccia non l'ho visto. Poi questo qua è fuggito, è scappato, è uscito dalla porta. Ho visto Meredith che già sanguinava, aveva il taglio alla gola. E c'era lei che mi stringeva forte. Ci ho avuto paura, ero tutto sotto di sangue. Mi faccio paura. Io mi ammazzo. Rudy affirme que c'est aux alentours de 21h qu'il est arrivé à la maison le 1er novembre. Il confirme qu'à ce moment-là, il n'y avait que Meredith sur place. Amanda n'était pas dans le logement. Le jeune homme précise également que s'il n'a pas couché avec la victime, ils ont tout de même entamé les préliminaires jusqu'à ce qu'il soit pris de forts maux de ventre. Ce sont ces derniers qui l'ont poussé à se rendre aux toilettes à l'autre bout du logement et qui l'y ont retenu pendant que le mystérieux meurtrier entrait pour agresser Meredith. Rudy explique qu'il était terrifié à l'idée d'être faussement accusé du meurtre simplement parce qu'il est noir et que c'est pour ça qu'il a fui le pays. Des propos assez cohérents avec les preuves découvertes qu'il situe bien sur la scène de crime. Il y avait des traces de son ADN sur le corps de Meredith, mais aussi dans son vagin, sur son sac et sur la tête d'oreiller trouvée sous ses hanches. Les excréments laissés dans les toilettes de la salle de bain étaient ceux de Rudy et des empreintes de ses chaussures imprégnées du sang de la victime se trouvaient quant à elles à plusieurs endroits de la chambre, ainsi que dans le couloir de la maison. Un rebondissement qui vient bousculer le cours de l'enquête qui partait dans une toute autre direction. Le 20 novembre, soit à peu près au moment où Patrick est relâché, Rudy, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est appréhendé en Allemagne, puis extradé vers l'Italie. Après son placement en détention, son avocat demande à ce qu'il fasse l'objet d'une procédure judiciaire accélérée et sa requête est acceptée. Rudy est donc jugé séparément d'Amanda et Raphaël, mais il reste difficile de le prendre au sérieux, notamment parce qu'il change quelque peu de version, notamment au sujet d'Amanda. Ho avuto modo di, guardando attraverso la finestra, di vedere appunto allontanarsi la sagoma, guardando fuori dalla finestra, la sagoma di Amanda Knox. Le 29 octobre 2008, Rudy est reconnu coupable du meurtre ainsi que du viol de Meredith. Il est condamné à 30 ans d'emprisonnement. Amanda et Raphaël sont quant à eux toujours inculpés des mêmes charges et les enquêteurs sont à présent persuadés que c'est la jeune américaine qui a tout orchestré avant de maquiller la scène de crime pour faire croire à un cambriolage. Pour les policiers de Pérouse en charge de l'affaire, il est quasiment certain qu'une telle quantité de blessures, plus d'une quarantaine, n'ont pas pu être infligées à la victime que par une seule personne. Pour les médias, comme pour une majorité d'Italiens, Amanda est devenue Foxy Noxy, une manipulatrice machiavélique au visage d'ange, dont l'image est maintenant la pire ennemie. Pour une fois, le surnom d'Amanda, Foxy Noxy, n'a pas été trouvé par les médias, non, ils ont simplement repris son pseudonyme MySpace, qui est également et surtout un surnom qui lui a été donné quand elle avait 13 ans. Pendant son adolescence, elle faisait partie d'une équipe de football et on disait qu'elle était rapide comme un renard, d'où le rapprochement. Ce surnom, à la base issu d'un délire de gamin, a été amplement repris par les journalistes quand l'affaire a commencé à faire du bruit et les médias italiens ne se sont pas privés pour le diaboliser, à grand renfort de traductions hasardeuses. Pour eux, Amanda représente la femme fatale calculatrice, froide et perverse. Chacun de ses comportements passés est interprété de façon à pouvoir être retourné contre elle et tout ce qui est exploitable en ce sens est utilisé pour desservir son image, comme par exemple cette photo d'elle qui rit en tenant une mitraillette. Raphaël, qui a le malheur d'être passionné de couteaux, subit le même traitement. En raison de sa personnalité désinhibée et excentrique, les Italiens, plutôt conservateurs, pensent qu'Amanda est une débauchée qui ramène facilement des hommes dans son lit et qu'elle est assez manipulatrice pour pouvoir leur faire faire ce qu'elle veut. La police n'a d'ailleurs pas hésité à faire croire à Amanda qu'elle avait le VIH pour l'obliger à lister ses partenaires sexuels, une information transmise aux médias par la suite. Le journal intime qu'elle tient en prison est lui aussi diffusé et de nombreux extraits sortis de leur contexte sont cités par des gens désireux de faire dans le sensationnalisme. Les photos de la maison ne font pas exception à la règle, en témoigne celle de la salle de bain qui, sur le cliché de droite, avait été aspergée d'un produit chimique qui vire au rouge après un moment. Les médias l'ont largement relayé en disant que c'était du sang,
alors que c'était faux. Rudy, de son côté, malgré les preuves qu'il accuse et la condamnation dont il fait l'objet, bénéficie de bien moins d'attention de leur part. Toutes les unes font mention d'une soirée chaude qui a mal tourné, sur fond de consommation de drogue et de mésentente entre deux filles jeunes et belles qui avaient un mode de vie et une façon d'être très différents. Le sexe, ça fait vendre et les journalistes, tout comme certains collègues youtubeurs, le savent pertinemment. Italian prosecutors submitted that the victim had been home alone. Knox, her former Italian boyfriend and a third mutual friend, had come to the house to attempt to persuade the victim to join a sexual orgy. A violent scuffle ensued and the victim was savagely stabbed in the neck. Knox and her accomplices then faked a burglary to cover up their crime. Si l'on en croit cette théorie, Amanda aurait demandé à Raphaël et Rudy de l'aider à tuer Meredith, mais là-dedans, certaines choses semblent assez illogiques. D'abord, il n'y a aucune trace de l'ADN de la jeune femme dans la chambre de Meredith. Or, si elle avait été dans la pièce le soir du meurtre, il y en aurait forcément. De plus, avant tout ça, Amanda menait la vie de beaucoup d'étudiantes de son âge. Elle n'était pas du genre à s'attirer des ennuis et elle n'avait aucun antécédent de violence. Alors, aurait-elle réellement été capable de tuer si sauvagement sa colocataire et de mettre en scène un cambriolage pour couvrir le meurtre, simplement parce qu'elle avait refusé de se joindre à ses ébats sexuels? Il faut avouer que même si son ADN est présent sur le couteau que les enquêteurs pensent être l'arme du crime, beaucoup de choses paraissent étranges dans cette théorie, mais en Italie, on ne voit pas les choses de la même façon. Gli articoli 533 535 Codice Procedura Penale dichiara Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti, li condanna alla pena di anni 26 di reclusione la Knox et à la peine di anni 25 il Sollecito. 26 ans pour Amanda et 25 pour Raphaël. Suite à l'annonce de ce verdict qui a eu lieu le 4 décembre 2009, Amanda et Raphaël décident de faire appel dès que possible. En attendant, ils continuent de clamer leur innocence alors qu'ils sont derrière les barreaux depuis déjà 2 ans. La jeune femme, elle, a d'ailleurs été condamnée à 3 ans de prison supplémentaires pour avoir faussement accusé Patrick Lumumba. Rudy, qui a déjà fait appel, voit sa condamnation être réduite, elle passe de 30 à 16 ans. L'affaire, qui déchaîne les passions en Italie depuis le départ, est à présent relayée par les journalistes du monde entier. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que, les années passant, une vérité beaucoup plus nuancée commence à émerger. C'est en novembre 2010, soit près d'1 an après leur condamnation et 3 ans après le meurtre de Meredith, qu'Amanda et Raphaël peuvent enfin faire appel. Un examen des preuves ADN contestées par les 2 condamnés est alors demandé par le tribunal à des experts indépendants et leurs conclusions sont pour le moins surprenantes. En effet, elles ne vont pas dans le même sens que celles qui ont été tirées par les policiers à l'époque des faits. Au contraire, elles indiquent que ces derniers ont commis pas mal d'erreurs durant l'enquête initiale. Selon les experts, la scène de crime aurait été allègrement contaminée au départ par les allées et venues de plusieurs personnes qui n'étaient pas équipées de manière appropriée. Que ce soit Amanda et Raphaël, Philomena et son groupe, les officiers de la Polizia Postale ou encore l'équipe du procureur, aucun d'eux ne portait de combinaison stérile quand ils sont entrés dans la maison. Du côté de la police scientifique, les règles n'ont pas non plus été suivies à la lettre parce que surchaussures comme gants n'ont pas été régulièrement changées. L'inspection de la scène de crime a été faite dans le chaos et les policiers sur place ont d'ailleurs été les premiers à le relever quand ils en parlaient entre eux. È assurdo, poi è assurdo, lasciamo perdere. Io ho criticato fino all'inverosimile. C'è una disorganizzazione inverosimile sotto ogni aspetto. La tâche du soutien-gorge de Meredith a été analysée 46 jours après le meurtre, 46 jours durant lesquels cette preuve, pourtant cruciale, a traîné un petit peu partout dans la chambre. N'importe qui a donc pu y déposer de l'ADN de Raphaël, simplement en marchant dessus après être passé à un endroit où le jeune homme était lui-même allé quand il venait voir Amanda. De plus, il y avait sur la tâche 2 autres empreintes génétiques appartenant à des hommes inconnus, un élément qui n'a pourtant pas été listé comme pouvant représenter une preuve de l'innocence du suspect. Concernant le couteau retrouvé chez Raphaël, les nouveaux experts sont également formels.
il est fort possible qu'une contamination ait eu lieu durant la première analyse en laboratoire. L'ADN présent sur le manche en bonne quantité est bien celui d'Amanda, c'est indiscutable et logique vu qu'elle cuisinait quand elle allait chez son petit ami. En revanche, il n'y a que de maigres traces de celui de Meredith sur la lame, un détail qui fait définitivement pencher la balance en faveur d'une contamination. Ce qui n'aurait rien d'étonnant quand on sait que le couteau a été analysé avec 50 autres échantillons appartenant à la victime. Le rapport rendu par les experts invalidant les deux principales preuves ADN à charge contre Amanda et Raphaël, l'Italie assiste à un rebondissement auquel personne ne s'attendait. In nome del popolo italiano, in parziale riforma della sentenza pronunciata la Corte di Assise di Appello di Perugia, assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto ed ordina l'immediata liberazione di Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra causa. Pour Amanda et Raphaël, c'est le soulagement, mais à l'extérieur du tribunal, les gens fulminent parce que pour eux, Foxy Knoxy est toujours la coupable. La giustizia ha detto che sono assolti, ma ci sarà la Cassazione, non arrendiamoci. Questa è una vergogna! Très peu de temps après sa libération, en octobre 2011, Amanda s'envole pour les États-Unis, soit plus de 4 ans après en être partie, mais rien n'est plus comme avant. Aux yeux des Américains, c'est une bête curieuse et les journalistes la traquent où qu'elle aille. What movie offers have you received? That's not our focus at this point in time. Our focus is her well-being. But you're aware that, I suppose, as the longer you leave it, in a sense, the less, the less money you're going to get ultimately. What do you mean is? Well, you're not such. She's not such a hot property in an interview term. If you wait a month. I'm not looking at her as a hot property. Raphaël, de son côté, est sans arrêt abordé dans la rue et il est lui aussi incapable de reprendre une vie normale. Mais ils n'ont de toute façon pas le loisir d'essayer très longtemps de se réadapter parce que les acquittements prononcés en appel sont déclarés nuls pour illogisme manifeste par la Cour de cassation en 2013. Un nouveau procès a lieu à Florence l'année suivante, mais Amanda décide de ne pas y assister directement et de rester à Seattle, peut-être de peur d'être à nouveau emprisonnée en cas d'issue défavorable. La Cour de cassation se base sur les preuves circonstancielles existantes pour condamner à nouveau les acquittés. Amanda et Raphaël font évidemment appel, et le 27 mars 2015, cette saga judiciaire à présent digne d'un film trouve finalement sa conclusion. Allora, la notizia è che Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti. Ci sentiamo, ok? Ciao! Amanda et Raphaël ayant été définitivement acquittés, Rudy reste officiellement le seul condamné pour le meurtre de Meredith. L'homme a été libéré en 2021 après avoir purgé 13 ans de prison, mais il a été arrêté à nouveau en 2023 pour avoir battu son ex-copine. Aujourd'hui, Amanda est mariée, mère de 2 enfants et elle se consacre à l'écriture ainsi qu'au militantisme en faveur des droits des personnes injustement accusées. Raphaël est quant à lui fiancé et il vit à Milan où il pratique le métier d'ingénieur en informatique. L'ex-couple, resté en bons termes, s'est retrouvé en juin 2022 à Gubbio, une ville italienne qu'il comptait visiter quand ils étaient ensemble 15 ans plus tôt. Amanda a été acquittée, mais encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent toujours qu'elle est coupable. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-elle réellement une innocente victime d'un acharnement policier et médiatique ou simplement une manipulatrice qui a extrêmement bien calculé son coup? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!